Israël, Palestine, trêve promise, mais si difficilement tenue. Voilà, dernier épisode, encore en tout cas le plus récent épisode, et non pas le dernier. Le dernier, peut-être un jour une paix, mais quand, à Pâques ou à la Trinité en attendant, donc à l'Assemblée Générale de l'ONU à New York, le président français Emmanuel Macron a dit ceci, écoutez. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Voilà, la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Donc officiellement, de façon, voilà, engagement pour rien, peuple israélien, peuple palestinien. Il a ajouté d'ailleurs que pour lui, cette reconnaissance de cet État de Palestine est une défaite pour le Hamas, comme pour les antisémites, dit Emmanuel Macron. Il faut maintenant, voilà, aller vers le chemin d'une négociation utile, briser l'engrenage de la violence, et il appelle Israël à ne plus rien faire pour entraver les négociations. Rien ne justifie plus la poursuite de la guerre à Gaza, dit Macron. Alors, est-ce que, effectivement, ça ouvre une porte, ça enferme? Qu'est-ce qui peut se passer? Nous sommes avec Anas Emmanuel Faour, qui est philosophe, qui est ancien professeur en Syrie, qui vit en France, qui est ingénieur en informatique, qui vit en France depuis 2004 et qui est ex-secrétaire général en 2007 d'Union Générale des étudiants de Palestine. Alors, Anas Faour, vous avez vécu longuement au Proche-Orient, vous vivez en France depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous considérez, soyons très précis, que cette déclaration d'Emmanuel Macron, cette reconnaissance officielle par la France d'un État de Palestine, de l'État de Palestine, ouvre une porte, ferme une porte, pour vous, ça représente quoi? Cette déclaration, merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Cette déclaration, elle n'ouvre pas des portes. Cette déclaration n'ouvre pas de porte. D'abord, c'est un obstacle pour la diplomatie française. Comment on va discuter avec tous les côtés du conflit? Comme aujourd'hui, j'ai attendu sur RTL, l'ambassadeur d'Israël a dit que ça n'a aucun sens. Et aussi pour la question de la fiabilité de l'autorité palestinienne, il y a de corruption autoritaire, et la capacité de Hamas. Hamas, là, la dernière estimation de Reuters, qui sont fiables, qui parle de 15 000 combattants encore il y a 15 000 combattants en ce moment à Gaza. Hamas à Gaza. Hamas, oui. Gaza, c'est deux fois qu'au Hauts-de-Seine. Et là, maintenant, ils sont dans le tunnel. Avec 15 000, on va reconnaître, on leur a donné un cadeau. C'est un cadeau pour le Hamas. Et que l'a dit aussi le porte-parole Ramzi, qui était le porte-parole du gouvernement d'Ismaël Haniyeh, elle a dit que c'est un fruit. Donc le porte-parole du Hamas. Oui, il a dit que c'est un fruit de l'attentat de 7 octobre. Ah oui, vous voulez dire que, en fait, Emmanuel Macron n'aurait pas, c'est à cause de ce qu'on a fait le 7 octobre que, justement, on reconnaît un État de Palestine. Exactement, en disant que c'est le meilleur, c'est éradiquer le Hamas. Ça va pas éradiquer le Hamas. Désarmer le Hamas, ça c'est la question de l'actuelle opération, la dernière qui a été lancée maintenant depuis à Gazaville. Oui. Mais il y a encore de présence de Hamas aussi dans certaines zones de centre et aussi dans le sud. Et la question de Hamas, déjà, on a déjà essayé avec le plan de désengagement d'Ariel Sharon en 2005, qui a fait un retrait unilatéral de l'armée israélienne de Gaza. Et en 2006, il y avait des élections, le Hamas ont gagné les élections, et ils sont rapportés les élections, donc ils gouvernent. Oui. Et là, finalement, le Hamas a fait un coup d'État contre le Hamas pour virer un boignet de la OLP. C'est-à-dire faire des massacres contre le Fatah. Vous voulez dire que le Hamas, en 2005-2006,
Mais ils avaient gagné les élections, ou c'est pour ça qu'ils ont... Pourquoi il y a eu ce conflit entre le Hamas et l'autorité palestinienne à l'époque? Parce que le Hamas, il ne reconnaît pas, il ne veut pas faire partie de l'OLP. Le Hamas, il veut avoir le monopole de pouvoir. Il ne veut pas partager le pouvoir, le Hamas. Le Hamas, c'est un système totalitaire, c'est un mouvement, c'est fait partie des frères musulmans. Et là, maintenant, on est dans une zone, dans le monde, où il y a une armée des frères musulmans, une forteresse armée des frères musulmans au Proche-Orient. Là, c'était équivalent, c'était passé avec Mossoul, à Raqqa, avec Daesh. Là, maintenant, c'est qu'on va dire qu'en État de Palestine, ça veut dire, bon, déjà, c'est pas la déclaration d'Emmanuel Macron qui va faire l'État de Palestine, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a de résolutions... il faut que l'Assemblée de l'ONU décide de ça, etc. Mais en fait, pour vous, c'est négatif ou c'est positif de le faire maintenant? C'est négatif. C'est très négatif parce que ça ne règle aucun problème. C'est très tôt. Et il déclare... Hier, moi, j'ai entendu le président de l'Obablik, il parle qu'on va changer les manuels scolaires. Mais les manuels scolaires, pour éradiquer la haine antisémite, il faut une génération. Il faut attendre encore 30 ans pour avoir une génération qui ne parle pas de haine antisémite. Le mémoire juif sur cette terre, il n'était jamais renseigné dans aucun pays de Proche-Orient. Oui, vous voulez dire que les Juifs n'existaient pas avant, etc. Il existe, mais pas l'histoire. Ça veut dire l'histoire, comment le pays, ça veut dire comment le nom de Palestine vient. Comment il était rebaptisé leur terre au nom de Palestine. Bien sûr. Comment Judée et Samarée, il était rebaptisé en Cisjordanie. Et tout ça, elle n'est pas renseigné. L'histoire de Masada. Et moi, j'ai étudié au Proche-Orient. Moi, j'ai fait d'efforts personnels pour apprendre ça. Parce que chez vous, en Syrie, on ne l'enseignait pas. On n'enseignait pas l'histoire dans sa totalité, quoi. Très rare. On ne focalise pas sur cette histoire. Ouais. Et après, l'antisémitisme, il fait partie de enseignement au Proche-Orient. C'est pas courant en Syrie, les autres pays de Proche-Orient. Même voir les pays qui sont maintenant, ils ont fait les accords d'Abraham. Ok. Là, on avoue les Émirats. Est-ce que vous avez vu que les Émirats, ils sont naturalisés émiratis beaucoup de stars arabes, de cinéma, de télévision. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a aucune série, aucun film qui a été fait par des acteurs arabes et israéliens. Par les Émirats. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de films où ils jouent ensemble, où ils font... Sauf dans les séries, mais des séries israéliennes comme Fauda, vous avez des Arabes israéliens. C'est des Arabes israéliens. C'est pas les grands acteurs qui sont connus. Ça veut dire c'est pas les grands acteurs qui sont connus au Proche-Orient. Et par exemple, c'est que les accords d'Abraham, on va voir les accords d'Abraham avec le Maroc. On avoue que le Coupe du Monde de Qatar, quand il avait le monté pendant les matchs de Maroc, il a fait un succès, l'équipe du Maroc, mais on a eu beaucoup de slogans antisémites. C'est-à-dire, est-ce que vraiment c'est sérieux les accords d'Abraham aujourd'hui? Même les accords d'Abraham, ils sont en train de dire qu'on va réviser les Émirats. Et là, oui. Alors justement, Anas, en fait, est-ce que quand même si on n'est pas d'accord sur le timing ou autre, est-ce que au fond aujourd'hui, tout ça dure depuis 1948 et avant 1948, vous le savez très très bien. Mais est-ce qu'on peut envisager, est-ce que ce n'est pas quand même une avancée, comme on dit un certain nombre de gens, de Alain Finkielkraut ailleurs, à la télévision ici en France, est-ce qu'il ne faut pas un jour espérer une solution à deux États? Sinon, il y a quand même aujourd'hui un peuple palestinien, l'histoire est ce qu'elle est et il y a beaucoup de choses à dire, mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné travailler, on sait que ça va être très long pour ça, ou bien vous dites non parce que ça ne réglera rien, à votre avis? Pour la question de solution de deux États, qui était l'initiative de quatre organisations, les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et l'ONU. C'était l'initiative de 2002, le plan qui s'appelle le feuille de route, qui a proposé la solution de deux États. Et après, même l'actuel, à l'époque, il était Premier ministre, le discours de Benjamin Netanyahu à Bar-Ilan, il a dit qu'on accepte la solution de deux États, que l'État de Palestine soit dématérialisé.
Mais sauf que la situation... Oui, soit désarmé. Oui, désarmé. Oui, démilitarisé. C'est ce que m'a dit hier le chef d'État. Mais sauf que la situation de sécurité aujourd'hui dans tout le Proche-Orient, aujourd'hui, comme vous avez vu hier, le président de la République, il prend des photos avec Abu Mohammed al-Jawlani. Et aussi, on voit le Hezbollah, il est encore armé au Liban. Le Daesh existe encore, le Hamas encore existe. Ça n'a aucun sens de parler maintenant d'abord, c'est quoi la priorité maintenant? C'est la sécurité. Il faut avoir de sécurité, de ne pas répéter les massacres de 7 octobre. Et c'est comme je dis, les massacres de 7 octobre, c'est comme moi j'étais, comme j'ai grandi, mais j'ai visité, j'étais en Israël en 2022. J'ai vu des Arabes, ils travaillent partout. De Gazaouis, ils travaillent partout. Des gens qui viennent de Tolkam, de Nablus, partout, dans les musées, partout. Mais après, on trouve aussi le jour de le lendemain, il avait les attentats de 7 octobre, qui a changé tout en 24 heures. Oui, vous voulez dire qu'on ne peut plus envisager, après ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe aujourd'hui, mais est-ce que la solution, c'est très bien, on ne peut pas, d'un autre côté, on ne peut pas évacuer Gaza, on ne peut pas, qu'est-ce qu'on va pas évacuer tous les gens qui habitent à Gaza, et il y a tout le problème de la guerre qui n'est pas, qui est terrible. Il n'y a pas de solution, alors ça va durer comme ça pendant des décennies. La solution de la négociation, ça veut dire qu'il faut gagner le calme, le paix au Proche-Orient. Ouais. Et après, comme je dis aussi, il n'y a aucune résolution de l'ONU, de le Conseil de sécurité qui est sur le chapitre 7. Ils sont sur le chapitre 6, c'est le règlement pacifique de conflit. C'est-à-dire le 2.4.2 et le 3.3.8 qui ont fait en 67 et... Alors le chapitre 7, c'est quoi, rappelez-nous? Le chapitre 7, ça veut dire utilise l'utilisation de forces armées qui était comme utilisée pour l'occupation de Koweït, comme utilisée pour Kadhafi. Force de la paix, pour amener la paix, c'est ça? Pour amener la paix. D'accord. Et là maintenant, c'est le chapitre 6, c'est le règlement pacifique de conflit. Ça veut dire là maintenant, tous les côtés... Et négocier, ça veut dire... Mais le problème, les dernières négociations antibelleuses entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, depuis antibelleuses, il n'y a pas de négociation. Après, ça se passe des années 2010, avec tout ce qui se passe au Proche-Orient, il n'y a pas de négociation. Et lancer une reconnaissance d'État de Palestine dans l'air, livrer finalement Gaza et Cisjordanie aux islamistes. Le pouvoir de Mahmoud Abbas... Cisjordanie aussi. C'est-à-dire que le pouvoir de Mahmoud Abbas n'est pas un pouvoir. N'est pas un pouvoir, n'est pas fiable. Ça veut dire que c'était passé en 2007 à Gaza, il va passer encore en Cisjordanie. Il peut y avoir ce qui s'est passé entre Gaza et Israël peut se passer à partir de la Jordanie. Oui, ça veut dire ils vont faire. Ça veut dire il y aura des élections. Soit le Hamas, ils rapportent les élections, ils vont éliminer les opposants, éliminer les autres. C'est comme ils font aussi les islamistes quand ils arrivent au pouvoir. Les islamistes, pour les islamistes, comme elle dit Saïd Saadi, c'est quoi l'expérience avec les islamistes comme l'expérience avec le mort. Ça veut dire qu'on meurt, on ne vit pas une deuxième fois. Et là, maintenant, ça veut dire, il arrive au pouvoir, ils vont refaire tout. Et là, maintenant, c'est qu'on voit. Là, maintenant, on voit aussi la Syrie avec le régime, personne ne regrette le régime d'Assad, mais le régime de Mohammed al-Jawlani, qu'est-ce qu'il fait, Mohammed? Les massacres de Druze, des massacres d'Alaouites, le déplacement. Mais maintenant, quand je vois que tout le monde parle de Gaza, mais personne ne parle que le déplacement forcé des Alaouites de Damas. Somalie est dévasté par le régime d'Abu Mohammed al-Jawlani. Oui, ça, personne n'en parle. Ça n'existe pas. Il y a des massacres, il y a des déportations, Monsieur le président de la République, on a vu sur les réseaux sociaux les photos de sympathie entre l'amir de Qatar, Abu Mohammed al-Jawlani, et le monsieur Macron. Oui. Donc pour vous, c'est presque, on peut dire, un coup d'épée dans l'eau. C'est trop tôt. C'est trop tôt de penser aux deux États et qui va négocier, ils vont avoir de consentement de deux côtés pour la question de solution définitive. C'est pas qu'on dit que la solution définitive après. Non, la solution définitive, ça se passe avant. Il faut parler. Mais je vous rappelle que l'ancien premier ministre israélien Ehud Barak, il a proposé un État. Il a proposé un État sur Gaza et 90% de Cisjordanie. Oui. Et Arafat, à l'époque, il a créé des alibis pour refuser, mais la réalité que l'Égypte et l'Arabie Saoudite ils sont réunis, ont conseillé de ne pas accepter. Et je vois hier le président de la République avec le prince Faisal, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, le président de la République, avec le prince Faisal ben Farhan saoudien.
pour co-animer la conférence pour le l'état de reconnaissance de l'État palestinien. Et donc vous vous dites... Je suis un petit peu loin quelquefois de mes Non, mais oui. Non, vous vous dites, donc, si on résumait, vous vous dites de toute façon, c'est-à-dire les circonstances et ce qui se passe, et le rapport de force entre le Hamas, l'autorité palestinienne, fiable, pas fiable, Hezbollah, Daesh qui est encore là, etc. Aujourd'hui, rien ne peut se faire dans l'état actuel si on n'a pas réglé donc les problèmes militaires, les problèmes de sécurité. Bah oui, il faut parler aussi de négocier sur beaucoup de choses. Même le drapeau de l'État de Palestine est négociable parce que ce drapeau, c'est un drapeau de califat. Les trois couleurs, c'est trois couleurs. Et aussi le couleur rouge. Pourquoi le couleur rouge, c'est le descendant Mohamed Sharif, parce que c'est Sharif Hussein, ça vient de drapeau de Sharif Hussein. Le drapeau rouge, en fait, parce que quand il a déclaré, il veut déclarer un calife de Mecque, il avait un autre concurrent qui a déclaré un calife, c'est le roi d'Égypte, Ahmed Fouad. Comme le roi d'Égypte, Ahmed Fouad, est d'origine européenne, donc il avait mais pardon, je vous interromps, mais bon, peu importe le drapeau, est-ce que c'est tellement important, l'histoire du drapeau ? Bah oui, c'est très important parce qu'il est symbole de trois périodes de califat, Omeyyade, Fatimide et Abbasside. C'est un drapeau, le fond, c'est islamique. Un drapeau du califat, c'est ça que vous voulez dire, du califat islamique. Ouais. Le califat, et le rouge, c'est le descendant de Mohammed. Donc pour vous, Alain, si on voulait... donc c'est irrésoluble, il faudra encore 10 ans, 20 ans, 50 ans, comme vous dites, une autre génération, qui a un autre enseignement, etc. Donc on a l'impression que c'est une guerre sans fin. Pour la question de sortir de l'éducation, créer une génération qui ne parle pas d'antisémitisme, il faut une génération. Ouais. Pour la question de négociation, c'est les deux côtés qui vont négocier, qui vont décider quand, ils vont trouver quelle solution. Des deux côtés, c'est aussi bien le côté palestinien que le côté israélien. Oui, mais là, c'était bien passé avec Begin Sadat. Finalement, il avait un accord de paix. Mais Begin, on a dit, personne ne pensait qu'au Begin, il va signer un accord de paix. Finalement, c'est Begin qui a signé le premier accord de paix. Personne n'a imaginé qu'au Shamir, on dit Shamir, elle ne va pas accepter. Et finalement, c'est Shamir qui était allé à la conférence de Madrid. Oui. Donc, finalement, la négociation, c'est la solution. Et qui va négocier? C'est-à-dire, déjà, Monsieur François Hollande, il a dit ce n'est pas la société internationale qui va décider pour les Israéliens et les Palestiniens, c'est plutôt eux qui vont décider ensemble. Bien sûr, c'est à eux de décider, ce n'est pas les autres, effectivement. Mais c'est des négociations, mais d'abord, il faut la paix et le calme. Et le calme, là maintenant, l'utilisation de force contre le Hamas est justifiée parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et oui, il n'y a pas d'autre solution. Effectivement, vous vous dites, il faut d'abord régler le problème du Hamas. Il faut régler le problème du Hamas, le problème des armes du Hamas. La question, il a dit, mais Yudolman, il a dit que la mentalité, la théorie des frères musulmans du Hamas, il ne peut pas sortir. C'est-à-dire rester. Mais avoir des armes dans les mains, non. Anas Emmanuel Faour, je répète que vous êtes philosophe, vous êtes ingénieur en informatique. Voilà un problème, effectivement, vous l'avez posé, vous avez votre opinion et votre interprétation. Ce qui est incontestable, c'est que ce n'est pas demain qu'on va avoir la paix, et on peut se demander si, effectivement, ces déclarations de principe font avancer la paix, ou au contraire, nourrissent la flamme. Et c'est vraiment un problème. Parce que si on considère que le 7 octobre a fait avancer la paix, ce serait quand même une drôle d'hypothèse, et il faut arrêter aussi ce qui se passe à Gaza, c'est pas possible. Mais vraiment, nous parlons d'ici à Paris dans la paix, en tout cas relative. Mais là-bas, c'est la mort et la violence qui règnent, et ça va être long.